On va prendre le pas sur le deuxième panel de la journée, sous la thématique « Quelle infrastructure hydraulique et industrielle face au changement climatique ?» Là, encore une fois, un panel riche et très intéressant. Alors, j'appelle Madame Samira El-Houet, chargée de mission à la Direction Générale de l'Hydraulique, ministère de l'Équipement de l'Eau. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Laila Samira. Madame. C'est Mourtar Bzioui, expert international en gestion des ressources en eau. C'est Bzioui, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Prenez place, madame. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Voilà. Il y a encore la belle énergie du premier panel, c'est pour ça. Alors, madame Khadija Temda, fondateur et CEO de Maroc Force Emploi, mais aussi directrice générale d'Agri-Stratégie. Madame Temda, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, qu'on appelle. C'est Zakaria Madani, directeur général du cluster Valbium, aussi qui a de très très belles choses à nous dire, toujours dans l'Invented Morocco. Monsieur Adil Touib, directeur général de Willow, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur Adil. C'est Saad Azaoui, directeur maîtrise d'ouvrage en charge de la planification, études et travaux au sein de l'IDEC. Monsieur Azaoui. Et enfin, c'est Khalid Lrez, chef de service climat et changement climatique, direction générale de la météorologie. Sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, installez-vous. Donc, je rappelle Madame Temda, s'il vous plaît. Donc on prend encore une petite minute. Nous avons 2 personnes qui nous rejoignent tout de suite. Déjà, merci beaucoup aux panélistes qui sont avec nous. Donc ça donne un petit peu le ton à cette deuxième thématique. On va parler beaucoup de choses. On va parler effectivement des infrastructures hydrauliques et ça globalise un petit peu un petit peu les chaînes de production industrielle, tous les industriels qui ont des choses à dire à ce point au niveau de cette belle thématique qui est l'industrie de l'eau. Donc notamment face à ces changements climatiques. On est vraiment sur une période de transition. Donc on va tout de même commencer en attendant les autres panélistes qui arrivent. Alors très bien, on va commencer par la droite. Alors aujourd'hui on parle effectivement plutôt, on va commencer par madame. Alors concrètement, au travers de cette thématique, quelle infrastructure hydraulique et industrielle face au changement climatique? Écoutez, grosso modo aujourd'hui, belle thématique mais très large. Si on veut la spécifier effectivement dans votre scope, qu'est-ce que vous avez à nous dire madame? D'accord, donc merci, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je félicite les organisateurs de cette 5e édition des Matinées de l'Industrie et je les remercie pour le choix de la thématique, donc l'industrie et l'eau, l'industrie de l'eau. Et donc, c'est quand même, l'eau, ça devient actuellement une question vitale, une question centrale, non seulement pour le Maroc, mais pour le Maroc, c'est encore plus parce que ça devient une denrée de plus en plus rare. Donc, on est dans un pays à climat, je dirais, semi-aride, avec une limitation déjà des ressources en eau, et cette limitation, ça va dans le sens d'une baisse continue perpétuelle, oui. Et bien sûr en raison des changements climatiques comme connaît tout le monde. Donc si on parlait d'un ratio, je dirais moyen de disponibilité de ressources en eau au Maroc qui était de plus de 2000 mètres cubes par habitant par an dans les années 60-70, actuellement on est à moins de 600 mètres cubes par habitant par an. Et donc là, ça devient déjà un indicateur alarmant. Et donc là, ça nous interpelle bien sûr pour une gestion rationnelle
rationnelle, durable et intégrée des ressources en eau. Et je pense que le premier panel, on en a beaucoup parlé sur ce volet-là. Donc, je dirais que la conscience de cette gestion particulière du secteur de l'eau, elle a été au Maroc prise en compte, ça fait, je dirais, fort longtemps. Et donc, on en parle tous de la politique des barrages qui a été initiée par Feu Majesté Hassan II depuis les années 60. Donc, c'est une politique qui a été prise, je dirais, initiée déjà tôt. Et donc, ça a donné de très bons résultats. D'ailleurs, actuellement, on dispose d'environ 150 grands barrages avec une capacité de stockage de 19 milliards de mètres cubes. C'est pas rien, c'est énorme. Et puis, dans cette période de sécheresse, l'indicateur, je dirais, parlant, c'est le taux de remplissage des barrages. Et donc là, c'est déjà un témoignage que c'est une politique très réussie. Bien sûr qu'on est en train de poursuivre sous les instructions royales de Sa Majesté, et donc c'est quand même quelque chose de très important. En parallèle, ça a été dit, donc le changement climatique, c'est impact du premier fouet, les ressources en eau, un impact qui vient d'une part de l'augmentation de la température et donc des besoins, une demande qui augmente, et puis de la réduction de la pluviométrie. Et d'après les rapports des experts internationaux dans le climat, on va enregistrer une baisse de la pluviométrie au niveau du pourtour méditerranéen, donc y compris le Maroc, une baisse qui oscille entre 30 et 40% de la pluviométrie d'ici 2050-2100. Et donc là, c'est une tendance qui est déjà installée, constatée, et donc on parle plus d'une conjoncture, mais c'est quelque chose de structurel. Et donc là, il a fallu que la politique marocaine dans le domaine de gestion et d'infrastructures hydrauliques change, s'adapte. Et donc là, on n'est plus dans un axe, je dirais, pointu, la mobilisation de ressources non naturelles, les barrages, l'exploration des eaux souterraines, mais on essaie un petit peu de diversifier les ressources en eau, et donc là, pour avoir une certaine sécurité hydrique, une certaine résilience de nos territoires face au stress hydrique. Et donc là, bien sûr, l'orientation, c'est tout ce qui est non conventionnel. Et donc là, on en a parlé le premier panel sur le dessalement d'eau de mer, sur la réutilisation, qui devient quand même des alternatives très intéressantes, parce que là, on n'est pas très dépendant du climat, donc on est en quelque sorte je dirais, voilà, une résilience plus ou moins importante. Et donc là, ces deux techniques, que ce soit le dessalement, que ce soit la réutilisation, ça devient une industrie. D'ailleurs, pour les unités de dessalement, on parle d'usine. Et donc là, c'est en relation avec la thématique qu'il faut quand même que le secteur industriel s'allie à cette politique, qu'il développe les connaissances, les technicités, qui soient à la veille technique à travers le monde, parce que c'est des techniques qui évoluent chaque jour. Donc actuellement, on parle de dessalement qui n'était pas compétitif aux ressources naturelles. Actuellement, avec d'énergie propre, on s'approche, et donc là, il y a encore des gisements pour développer davantage cette technologie, d'innover davantage pour pouvoir, bien sûr, rendre les technologies de dessalement très compétitives à la portée de tout un chacun, non seulement les grandes agglomérations, mais également l'industriel, peut-être l'agriculteur également, et donc là, c'est très important. Juste à titre d'information, c'est que j'étais dans un séminaire international sur le dessalement, et on parlait d'unités de dessalement sous-marine. Et donc là, pour profiter de la pression de l'eau, et donc là encore, pour gagner davantage sur l'énergie, qui est bien sûr là l'handicap essentiel et la contrainte, je dirais, essentielle du dessalement. Pour la réutilisation, donc là encore c'est important, c'est l'économie circulaire, c'est, je dirais, tout le circuit circulaire de l'eau. Et donc là, une fois utilisée, on peut la réutiliser à maintes reprises pour des usages moins contraignants en termes de qualité. Et donc là, c'est tout ce qui est industrie du traitement de l'eau, que ce soit l'eau domestique, l'eau industrielle. Et donc là, c'est des technologies là encore très innovantes, très évolutives, que le Maroc, que le secteur privé marocain doit accompagner et doit être, je dirais, à la pointe. On a vu quelques expériences d'industriels marocains qui cherchent toujours l'innovation, notamment je parle à Madame Fouzia. Et donc là, c'est quand même un secteur actuellement qui devient porteur en termes d'industrie, donc l'industrie de l'eau, qu'il faut bien entendu, ça devient une industrie à part entière, un secteur à part entière, qu'il faut accompagner, donner la chance et donner tous les moyens en termes de recherche-développement, en termes d'incitation financière pour accompagner cette politique marocaine et pour bien sûr pallier à tout ce qui est stress hydrique et dépendance au climat au niveau du développement socio-économique du Maroc. Un autre, je dirais, axe important, c'est que pour le Maroc, on a quand même une répartition déséquilibrée des ressources en eau entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Et on a deux bassins versants qui concentrent plus de la moitié des ressources en eau sur un territoire qui est moins de 7%. C'est les bassins du Sebou et le bassin du Loukous. Et donc là encore, l'innovation de gestion, c'est de pouvoir interconnecter les différents bassins et les sous-bassins
bassin. Et donc là encore, ça interpelle une industrie particulière qu'il faut là encore mettre en place, qu'il faut donner toute la chance pour pouvoir accompagner ces projets structurants. Et actuellement, on est en train de réaliser un grand projet. C'est la connexion entre le bassin Sbou et le bassin de Bourguelec. Et donc là, on fait actuellement, je dirais, interpelle à des industries étrangères. Mais là encore, il y a cette niche au Maroc qu'il faut donner la chance et qu'il faut bien sûr donner toutes les opportunités pour pouvoir développer. Ouais. Juste entre parenthèses, c'est que l'industrie des barrages qu'on a développée depuis les années 60, c'est une industrie très très importante. Actuellement, on est autonome à 100%. Tous les barrages, on est autonome à 100%. Tous les barrages marocains, bien sûr, sont réalisés par des entreprises marocaines à partir de l'ingénierie, à partir des travaux, à partir d'entretien et maintenance. Et donc là, c'est une industrie qui s'exporte actuellement à l'étranger. Et donc là, il faut faire de même pour ces techniques nouvelles en matière de gestion de ressources en eau. Très bien, c'est de l'optimisme. Hein. Merci beaucoup. La Samira, je vais vous rassurer, vous êtes bien entouré, vous parlez effectivement d'innovation, que le secteur privé, notamment industriel, doit innover pour performer, pour effectivement évoluer et faire face effectivement à ce stress hydrique et notamment à cet enjeu de l'industrie de l'eau. Ce qui me permet de faire la transition, c'est Touyeb. Je prononce, c'est Adil Touyeb. Voilà, directeur général de Willow, qui est un opérationnel pur et dur, chevronné, un industriel, notamment dans les solutions industrielles innovantes. Si vous plaît, Touyeb. Merci Sikalim. Donc bonjour à toute l'audience, mesdames, messieurs. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et je félicite Industrie du Maroc, en l'occurrence son président directeur général, M. Rhaoui, pour la thématique. Une thématique très importante. Au niveau local, régional, mais aussi global. On comprend que l'eau, c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare, de plus en plus précieux. C'est une denrée essentielle pour l'humain, pour le développement humain, que ce soit dans l'énergie, l'industrie, l'agriculture. Monsieur le ministre en a parlé ce matin. Donc nous, pour présenter un peu le groupe, donc Willow, c'est une entreprise allemande qui a plus de 150 ans d'histoire. Nous sommes présents constructeurs de pompes, donc c'est notre portfolio. Donc on construit des pompes, tout type de pompes. On est dans 3 segments, le bâtiment, l'eau et l'industrie. Donc le bâtiment, c'est, j'en dis un mot parce que ce matin, je pense, c'est Amine, ou je me rappelle pas, un des intervenants, il a mentionné la production d'eau chaude sanitaire, où je pense que c'est le monsieur de l'Agence marocaine d'efficacité énergétique. Donc on est dans la production de l'eau chaude sanitaire, on est dans les types de pompes de surpression. Dans l'eau, on est dans tout le cycle de vie de l'eau. Donc de la production de l'eau, au transfert de l'eau, à la prise d'eau, c'est-à-dire aujourd'hui, on a parlé beaucoup de production d'eau non conventionnelle, et je pense que la stratégie nationale est en train de s'orienter de plus en plus vers des usines de dessalement, comme a été cité auparavant. Donc, on retrouve aussi nos pompes dans le secteur agricole, soit par des pompes immergées pour les agriculteurs ou des pompes de surface pour la distribution d'eau qui peuvent irriguer des périmètres allant d'une dizaine d'hectares à des milliers d'hectares. Donc, un autre volet qui est important à mon sens, c'est l'efficacité énergétique. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, je pense, il fait face à deux problématiques et 2 défis, qui sont des opportunités, comme a été dit par Monsieur le ministre ce matin. On fait face à une sévère sécheresse, ce qui nous amène à repenser notre modèle quant à l'eau, mais aussi on a des usines de dessalement qui coûtent énormément cher, et il faudrait ne pas oublier l'aspect efficacité énergétique. Donc d'où notre groupe qui amène des solutions de pompage avec une grande efficacité énergétique, des solutions et des pensées holistiques et non une pensée produit. Donc aujourd'hui, on accompagne le Royaume du Maroc, tous les partenaires sur le Royaume dans cet état d'esprit-là, et pour permettre d'avoir des solutions innovantes, efficientes, qui s'inscrivent dans toute la chaîne de valeur de l'eau. J'aimerais aussi partager avec vous que le projet d'interconnexion par Madame Samira aussi, qui a été mentionné tout à l'heure, nous sommes fiers de contribuer à ce projet comme le constructeur de pompes qui va participer sur ce projet de transfert d'eau du bassin de Sbou vers le bassin de Bourguelec. C'est une prouesse technologique.
Nous sommes très fiers d'être le premier constructeur par des ingénieurs et équipes marocaines qui a permis la concrétisation d'un tel projet. Donc, Inch'Allah, espérons un beau futur pour tous ces projets-là qui vont sûrement, sous la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, donner une belle envolée et une ressuscitation pour le secteur de l'eau au Maroc. Merci. Beau projet que voilà. C'est un projet qui va durer sur combien d'années ? Alors le projet, c'est un projet dans une tranche urgente, donc on parle de 8 mois, 9 mois d'exécution. Donc l'idée c'est de transférer l'eau du bassin de Sebou à Bourgreg, à Rabat, et ça s'inscrit, comme ça a été dit, dans les projets d'interconnexion entre les différents bassins du royaume. Donc ce qui permettra une meilleure gouvernance de l'eau. Donc, vous savez, au niveau du forecast aujourd'hui météorologique et du changement climatique, c'est un fait aujourd'hui. Donc, le changement climatique, je pense aujourd'hui, ce n'est plus un mythe. Il faut absolument changer notre dynamique. Et justement, ça a été fait, ça a été acté au niveau de notre gouvernement. Ça a été acté par l'interconnexion qui a été mise en vigueur d'une façon très rapide pour justement pallier et répondre à un besoin très imminent et rapide. Donc, voilà. Donc c'est de la dérivation carrément stratégique qui va permettre de toucher toutes les régions qui passent effectivement par cette route. Exactement. Donc, dans un premier temps, il y a une première phase qui est entre Sebou et Bourgreg, et il y aura aussi des interconnexions futures entre les différents bassins du royaume pour avoir un modèle complet d'interconnexion qui permettra une meilleure gouvernance. Aujourd'hui, vous savez, vous avez une pluviométrie qui est pas équilibrée dans les différentes régions du royaume. Il y a aussi un autre aspect qui n'a pas été cité peut-être, ou peut-être il a été cité, mais j'en profite quand même pour le mentionner. C'est aujourd'hui, on a une grande quantité d'eau qui est perdue vers les océans, ou vers l'océan Atlantique en l'occurrence, et c'est une grande quantité d'eau qu'on pourra l'utiliser pour les grandes régions du royaume, les grandes villes. Il y a l'industrie hôtelière aussi. On est un pays que l'industrie hôtelière, et on aspire à recevoir 10 millions, on a installé 10 millions, mais peut-être on aspire à avoir les 20 millions, Inch'Allah, de touristes. Donc l'eau, elle est très très importante. Donc on a besoin de récupérer cette eau-là, et ce qui permettra d'avoir une meilleure optimisation et efficience dans la gestion du secteur de l'eau au Maroc. Mais à vous écouter, ça change la donne quand même. C'est quand même très important. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc recanaliser, réorienter par rapport aux enjeux. Voilà, vous voulez, Madame Leila Khadija, de l'innovation, ben voilà, à travers des compétences marocaines. Merci beaucoup, c'est Adil. Merci. Alors, ce qui me permet de passer le relais, c'est Moursal Bzeoui, qui est expert international de gestion des ressources en eau. Donc, concrètement, voilà. Est-ce que... Pour la présentation, s'il vous plaît, Régie. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. Oui, alors cette première représente le potentiel en eau, aussi bien autour de la Méditerranée. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'eau au nord de la Méditerranée et très peu d'eau au sud de la Méditerranée. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Alors, ce potentiel, il est très différent d'un bassin à l'autre au Maroc. Nous avons des bassins qui sont excédentaires. Mon collègue à côté vient de parler du transfert d'eau d'un bassin excédentaire à un bassin déficitaire. Nous avons une moyenne nationale en potentiel de 600 mètres cubes par habitant et par an, mais comme vous pouvez le constater, ça diffère d'un bassin à l'autre. Suivante, s'il vous plaît. Le Maroc se trouve dans une région très affectée par les changements climatiques. Les couleurs rouge, orange indiquent une très forte sensibilité au changement climatique. Et nous sommes dans une situation, un hotspot de changement climatique. Le GIEC nous annonce des réductions des ressources en eau de 15-20% à l'horizon 2040. Suivante, s'il vous plaît. Alors, bien entendu, nous sommes un pays caractérisé par la pénurie d'eau. Là aussi, nous sommes dans les couleurs marron foncé indiquent
la plus forte sensibilité à la pénurie d'eau. Suivante. L'eau est au cœur du développement durable. J'ai mis des petites étoiles dans chaque objectif du développement durable. Il y en a 17 et pratiquement l'eau est partout. Mais bien entendu, elle est dans le 6e indicateur du développement durable qui est l'eau propre et assainissement. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons l'habitude de faire des stratégies, par la suite des programmes, des projets, mais nous oublions un objectif à très très long terme. Il faut adopter plutôt une vision. Alors cette vision, bien entendu, doit considérer les aspects humains, environnementaux, doit considérer aussi l'aménagement du territoire, et puis, bien entendu, considérer les types d'assainissement qu'on doit pouvoir adopter. Alors, pour l'élaboration de cette vision, il faut des spécialités très diverses, des aménageurs du territoire, des ingénieurs, bien entendu, des économistes, et pratiquement toutes les spécialités doivent être approchés pour pouvoir donner leur point de vue pour la gestion des ressources en eau. Suivante. Les ressources en eau de surface sont pratiquement, ici c'est une moyenne glissante qui montre que nous connaissons une baisse pratiquement continuelle. Et puis l'avenir, comme je l'ai dit tout de suite avant, nous allons être impactés par les changements climatiques. Les ressources suivantes, s'il vous plaît, c'est pour les ressources en eau de surface, mais pour les ressources en eau souterraines, nous sommes pratiquement en surexploitation. Cette horizontale qui indique 100% indique le taux d'exploitation des ressources en eau renouvelables. Nous sommes pratiquement partout, dans toutes les nappes du Maroc, nous sommes en surexploitation. Suivante, s'il vous plaît. En termes d'utilisation des ressources en eau par bassin, nous avons pratiquement utilisé toutes nos ressources dans le bassin de nos Morber, dans le bassin du Souss, et nous sommes pratiquement en train de frôler les 100%, 70%, 80% dans les autres bassins. Suivante. Alors, pour pouvoir gérer les ressources en eau, sur le graphe à gauche, vous avez une courbe de demande en eau et nous devons suivre cette courbe de demande en eau avec des investissements pour mobiliser les ressources en eau. Alors, nous allons suivre cette courbe de demande, mais nous sommes un peu embêtés par les changements climatiques, donc nous devons anticiper les investissements. Ça, c'est une façon de gérer l'offre des ressources en eau, mais il y a aussi une autre façon de gérer les ressources en eau en écrasant la demande. Alors, la courbe à droite montre que, en écrasant la demande, nous allons retarder les investissements de mobilisation des ressources en eau. Suivante, s'il vous plaît. Les ressources en eau non conventionnelles ont été identifiées dans les pays de la région MENA, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Nous constatons que le Maroc, qui est le dernier sur le graphe, a à peine commencé à mobiliser des ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement d'eau de mer et la réutilisation des eaux usées, mais on constate que ailleurs, notamment au Moyen-Orient,
les ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement, sont pratiquement majoritaires. Suivant, quelles seraient vos recommandations par rapport effectivement à cette thématique, par rapport à la présentation qui est très riche? Donc aussi, quelles seraient vos recommandations sur les slides stratégiques, si vous me permettez? Donc, comme ça, on peut donner l'élan. Allez-y, parce que c'est extrêmement riche. Si je comprends bien, je dois conclure. Non, vous ne devez pas conclure, mais plutôt aller sur les axes stratégiques, effectivement, pour synthétiser votre présentation. Je vais y arriver à la fin. Les recommandations, je vais y arriver à la fin. Allez-y. Donc, suivante, s'il vous plaît. Je passe très rapidement sur ce graphe qui montre la part importante des ressources en eau conventionnelles et bien sûr comparée aux ressources en eau conventionnelles. Suivante. La planification se fait dans le cadre d'un bassin versant. Alors, le bassin versant, on doit planifier les investissements pour pouvoir servir l'irrigation, l'eau potable. Et nous constatons qu'il y a des petits cercles verts qui sont tout à fait à l'amont d'un bassin et qui n'ont pas suffisamment de ressources en eau parce qu'on considère que les investissements ne sont pas rentables. Alors là, il y a deux bassins, avec un bassin où les ressources en eau sont suffisantes, pratiquement excédentaires, et un autre bassin où les ressources en eau sont déficitaires. Donc il y a cette notion de transfert qui vous a été expliquée. Suivante, s'il vous plaît. L'État peine un peu à mobiliser des investissements. Alors qu'il y a des investissements innovants, notamment avec les PPP, participation du privé et du public, aussi bien pour le dessalement que pour les réutilisations des eaux usées. Et je salue ici, devant cette assemblée, la business, la story, success story de l'OCP, qui a pratiquement annoncé la réutilisation des eaux usées et le dessalement à 100% d'ici à l'horizon 30. Nous avons quand même, pour ces aspects de financement, des aspects qui ne sont pas suffisants, notamment la prise en considération des aspects sociaux et environnementaux. Suivante. Les avantages particuliers des barrages. Les barrages contribuent à la régulation des apports d'eau. Ils contribuent aussi pour le développement durable. Ils sont nécessaires pour un meilleur partage des ressources en eau, et notamment avec des transferts. Ils sont très importants pour l'adaptation au changement climatique, et notamment l'exemple qui a été cité avec des transferts d'eau d'un bassin à l'autre. Les barrages ne profitent cependant pas suffisamment au financement vert. Suivante. Pour pouvoir gérer convenablement une ressource en eau, il faut d'une part une gestion intégrée des objectifs pour réussir les objectifs durables, et notamment en mixant les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Et nous devons nécessairement aussi avoir une gestion participative de tout. C'est dommage, vous ne pouvez pas regarder, peut-être observer ce qui est en bas. Il y a tout le chemin de l'investissement par les barrages notamment, le traitement, le stockage, la distribution, et il y a une main qui manipule un robinet ou une vanne, et des millions de mains, aussi bien les utilisateurs, les habitants que les industriels, ont un impact très important sur l'évolution de ces investissements. Suivante, s'il vous plaît.
Le changement climatique, il est là. Donc il faut le prendre en considération. Suivante, s'il vous plaît. Je vais aller très très vite. Suivante. On a encore 5 minutes, Monsieur Bzioui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, je voulais juste dire que pour les changements climatiques, c'est un phénomène qui est là et qui a des impacts considérables sur la gestion des ressources en eau, mais il n'est pas compris. Il faut absolument éduquer les populations, les informer, les sensibiliser pour pouvoir le prendre en considération. Donc, en conclusion, la recommandation, nous avons une gestion des ressources en eau qui est très correcte, mais nous avons encore des défis très importants, notamment l'adaptation au changement climatique, la gestion de la demande, et voilà. C'est bien conclu. Comme disait Madame Janati, effectivement, la route est encore très très longue. Merci beaucoup, Sibzioui. C'était très riche. Merci beaucoup. Alors, ce qui me permet d'emboîter le pas, de donner, effectivement, d'ailleurs, on a une très belle innovation qui va être annoncée aussi, je dirais pas plus, par l'un de nos panélistes, que je laisserai jusqu'à la fin. Donc, je donne la parole à Sissad Azzaoui, directeur maîtrise d'ouvrage en charge de la planification, études et travaux au sein de l'IDEC. C'est Azzaoui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier Industrie du Maroc pour l'invitation. Moi, j'aimerais bien parler et partager avec vous en fait ce qu'on est en train de faire au sein de la LIDEC, mais aussi à l'échelle régionale et nationale. S'il vous plaît. Donc, par rapport aux enjeux et aux challenges des infrastructures liées en réponse au stress hydrique. Je ne vais pas revenir sur le sujet stress hydrique et tout ça. Donc, le challenge qu'on a aujourd'hui au Maroc, c'est de développer une industrie forte de traitement des eaux usées, réutilisation des eaux usées, parce que nous avons un potentiel important. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de Casablanca, une bonne partie des eaux usées après, on va dire, après traitement est rejetée en mer et on n'en bénéficie pas. Donc, si je prends par exemple l'exemple de Casablanca concrètement, nous avons plus de 650 000 m3 jour aujourd'hui qui se retrouvent en mer, sachant qu'on en a besoin pour développer notre agriculture, notre industrie. Notre industrie est gourmande en eau, l'industrie minière, et c'est un potentiel énorme, mais ceci passe par une optimisation des coûts et des technologies de traitement. Le traitement et la réutilisation de l'eau dépend directement du coût énergétique. Donc il y a un lien avec l'énergie et l'industrie énergétique. Donc il y a beaucoup à faire pour aujourd'hui développer une industrie qui soit à la portée en fait de nos capacités de financement. C'est ça aussi l'enjeu. En adéquation. Ouais. Et donc nous avons un potentiel de réutilisation des eaux usées. Je ne reviendrai pas sur le sujet du dessalement. Donc le dessalement aujourd'hui est un potentiel. Donc, mais qui dit dessalement, c'est un coût énergétique. Donc aujourd'hui, on a une abondance. Nous sommes face à l'Atlantique et nous sommes entourés, heureusement, de plus de 2000 km de mer. Et donc il y a ce potentiel énorme, mais qui passe par une industrie et une technologie accessible en termes de traitement. Qui dit une technologie accessible, c'est l'énergie. Ça c'est la production, en termes de production, potentialité de production. Mais nous aussi, en tant que distributeurs, nous travaillons aussi avec des partenaires sur des technologies d'amélioration de rendement de distribution, parce qu'il faut savoir que bien sûr il y a la production, il y a augmenter l'offre en termes de ressources, mais il y a aussi préserver les ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des technologies qui permettent d'améliorer les rendements au niveau des réseaux de distribution. Ça passe bien. Tout à l'heure on a évoqué le smart metering, c'est un des outils, mais il y a aussi des outils aujourd'hui, des capteurs hydrosoniques qu'on peut installer au niveau des réseaux, qui nous permettent d'identifier les fuites
au niveau des réseaux. Il y a plusieurs aussi solutions d'intelligence artificielle connectées au smart metering qui nous permettent aussi de détecter les fraudes. Il y a pas mal de technologies aujourd'hui, mais malheureusement aujourd'hui ces technologies sont généralement importées de pays étrangers, et ça serait quand même intéressant que le Maroc développe ce type d'industrie et de technologie, là aussi pour réduire le coût et accéder à des technologies à des prix assez accessibles. Donc ça, c'est l'enjeu. Concrètement, sur ce qu'on fait en termes de réutilisation des eaux usées au niveau de Casablanca, donc nous avons aujourd'hui 3 stations d'épuration qui permettent la réutilisation des eaux usées. Il y en a une au niveau de Mediouna avec une capacité de plus de 4000 m3 jour, qu'on va dédoubler à partir de l'année prochaine, qui va monter à 8000 m3 jour. Nous avons une station au niveau de Noissar de 6000 m3 jour, qu'on va renforcer aussi, et qui va nous permettre en fait de mettre à la disposition, que ce soit de l'industrie ou l'arrosage des espaces verts ou l'agriculture, une eau réutilisable. Nous travaillons, on vient de finir une station au niveau de la zone industrielle de Sapino, pour ceux qui connaissent le site, une station de 2000 m3 jour, et cette station, on va la upgrader à partir de l'année prochaine pour que l'eau traitée soit réutilisable. On vient de finaliser aussi un projet d'une capacité de 1200 m3 jour, c'est les abattoirs de Casablanca. Donc on vient de mettre à la disposition de la collectivité un potentiel de 1200 m3 jour qui peut être utilisé pour l'arrosage des espaces verts. D'ailleurs, c'est ce que prévoit la collectivité de Casablanca. Et en termes de rendement réseau, nous avons en fait aujourd'hui un grand programme d'optimisation de nos rendements, que ce soit à travers, bien sûr, comme je l'ai cité, les systèmes de détection, les hydrophones, ce qu'on appelle les hydrophones, mais aussi nous avons mis en place un système pour ceux qui habitent malheureusement dans des étages hauts au niveau de Casablanca. Nous avons mis un système depuis mai de l'année 2022, un système d'optimisation ou de réduction de la pression au niveau du réseau. C'est ce qui nous permet en fait de réduire les consommations. Depuis mai de l'année dernière, on a réussi à baisser les consommations de 5% au niveau de Casablanca grâce à ce système de réduction de pression aujourd'hui qui nous permet de préserver les ressources au niveau de Casablanca qui sont devenues de plus en plus rares. Donc voilà, je suis ouvert à d'autres questions, mais globalement, sans trop tarder, voilà ce qu'on est en train de mettre en place, mais sachant qu'on a encore, je reviens sur le sujet, 650 000 m3 d'eau qui sont rejetés en mer, et c'est un potentiel énorme, spécialement pour l'industrie, parce que quand on regarde les besoins en espace vert au niveau de Casablanca, ils ne dépassent pas le potentiel des besoins. Il est entre 10 000 et 15 000 m3 jour sur 650 000. Donc en fait, tout le reste peut être mis à la disposition à l'industrie, sachant que les terrains agricoles deviennent de plus en plus éloignés du périmètre urbain de Casablanca. Donc le plus opportun, c'est de mettre cette eau-là à la disposition de l'industrie au niveau de Casablanca, ce qui va permettre en fait de contribuer à développer le secteur industriel au niveau de la région Casastat. Donc l'accessibilité. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, je vais plutôt passer à l'innovation, hein. Donc on a très belle innovation aujourd'hui qui va être annoncée notamment par Zakaria Madani, directeur général du cluster Valbium, hein, qui va effectivement, on demande à la régie s'il vous plaît de lancer la vidéo, qui va être un support de présentation. Je sais que si Madani est agile aussi. Merci beaucoup. Régie, s'il vous plaît. C'est Zakaria. À vous la parole. Merci, c'est M. Karim. Bon, je m'appelle Zakaria Madani. Je suis directeur général du cluster Valbium, Maroc. Je suis aussi le vice-président chargé du partenariat international
dans la fédération qui est Maroc Clusters. Je remercie d'abord Industrie du Maroc pour l'événement et pour le fait qu'elle nous a donné donc l'occasion de faire le déplacement d'Oujda vers Casa pour présenter certains de nos travaux. En fait, le cluster Valbiom Maroc, c'est une structure labellisée par le ministère de l'Industrie. Nous travaillons essentiellement sur l'innovation et spécifiquement sur tout ce qui est valorisation et recyclage des déchets. Et le cluster Valbiom, c'est une structure nationale qui gère un contrat-programme avec l'État, avec le ministère de l'Industrie. Et ce contrat-programme, il est porté essentiellement sur des activités qu'on organise tout au long de l'année avec les industriels en priorité. Donc nous avons des membres, le collège industriel, avec soi-disant 79 industriels, membres du conseil d'administration. Et nous avons aussi une dizaine d'universités et d'instituts de recherche qui sont membres aussi. Et enfin, nous avons les institutionnels qui font aussi partie de notre structure. Ces institutionnels sont essentiellement la région de l'Oriental, ministère de l'Environnement, le Centre régional d'investissement et ainsi de suite. Donc le cluster, il est installé géographiquement dans la zone de l'Oriental, mais ses activités se sont au niveau de même dans toutes les villes du Maroc. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter le côté qui touche un peu la thématique de l'eau, sur lequel on apporte un impact au niveau national. Donc, comme vous savez, le cluster Valbiom, récemment créé, il a un comité scientifique, un comité d'orientation stratégique. C'est notre comité scientifique qui suit les thématiques les plus virulentes au niveau de l'industrie nationale. Et ça, justement, pour développer des projets collaboratifs innovants. Donc, on compte beaucoup sur l'impact et sur le partenariat avec les industriels directement, avec les startups et les universités, et bien sûr, sous l'appui des autorités et des institutionnels. Donc, nous avons aussi une plateforme d'innovation mutualisée. C'est des grands laboratoires financés par le ministère de l'Industrie et aussi par notre partenaire qui est la KfW-GIZ. Donc, ces laboratoires permettent effectivement de développer des choses concrètes. Donc, des thématiques telles que l'eau, ça nous intéresse beaucoup du moment qu'elle fait partie des éléments de l'économie durable ou de développement durable. Donc l'eau, pour nous, c'est quelque chose de très important et c'est pour cela, à titre d'exemple uniquement, cette année, donc on a produit ça au niveau de la ville de Jarada. C'est une première dans le monde. C'est des pavés écologiques à base de déchets miniers et de déchets plastiques. Effectivement. Bien sûr, c'est un brevet en PCT, un brevet national, et puis un brevet, c'est-à-dire en PCT international. Qui utilise zéro goutte d'eau. Donc, qui n'utilise aucune goutte d'eau. Chapeau. Avec la résistance mécanique nécessaire, avec toutes les propriétés mécaniques, physico-chimiques qui sont dans le béton. Ça, il vient donc en complément de notre industrie nationale du béton et du bitume. C'est Madani, une petite question s'il vous plaît, toujours dans cet axe-là. Je permets de rebondir parce que c'est important. Oui. En termes de résistance,
Oui. C'est 2 fois, 3 fois plus résistant aussi. C'est 2 fois plus résistant que les matériaux qui existent. Et c'est pas simplement la résistance, mais il faut voir la toxicité et tout. Ça, c'est des déchets miniers. Comme vous savez, nous avons au Maroc, c'est un pays, alhamdoulilah, un pays minier depuis longtemps. Donc nous avons le phosphate dans la Hadabad, le Gantor, et nous avons aussi Ajrada. C'est des millions de tonnes de déchets qui sont là, au cœur des villes, et qui agressent les populations, et pour lequel on a donc lancé ce petit travail pour justement valoriser les déchets miniers du Maroc, tous les déchets, y compris les phosphogypses, y compris les mines de Midelt, du Sud, et même ceux de Nador et de Jarada. Alors, je vais rajouter aussi un point aussi, peut-être que je vais rajouter de l'eau à votre moulin. C'est aussi en matière de production, c'est 2 fois, 3 fois plus rapide en termes pour un industriel qui veut se faire livrer. Alors, pour un industriel, ça complète la gamme. La gamme du béton, peut-être actuellement avec le problème de l'eau. On sait pertinemment que l'eau constitue l'un des éléments importants dans l'industrie du béton. C'est 200 à 300 litres par tonne de mélange en béton. Donc c'est des milliards de mètres cubes d'eau qui sont consommés, sans parler des autres ressources naturelles qui sont le sable, qui sont le ciment et l'eau bien sûr. Donc nous, avec modestie, on essaie d'apporter une solution aux industriels nationaux pour opter pour des produits nouveaux, des produits alternatifs qui peuvent changer la donne et qui peuvent donner du bénéfice pour l'industriel. Et pour le Maroc, c'est un gain. C'est des milliards de mètres cubes qu'on va économiser chaque année. C'est des barrages d'eau qu'on va économiser à travers ça. Donc vous voyez la dimension, c'est sur ces sujets-là que le cluster Valbiome s'attarde et met toutes ses forces pour gagner les paris. Auparavant, nous avons travaillé sur les lexivia. Les lexivia, c'est la bête noire des décharges au Maroc. Mediona, au niveau de l'oriental, nous avons un stock de 80 000 mètres cubes de stock. C'est des bassins énormes de lexivia. Et nous avons apporté une solution biologique en neutralisant le pH d'une part et en produisant un compost très riche. Donc ça c'est aussi important. Donc la recherche appliquée, elle permet justement à travers les clusters, chacun dans son domaine, à travers les clusters, donc de donner des solutions pratiques. Et comme vous voyez ici, c'est, je crois, la vidéo elle est partie. Ouais, vous étiez en train d'expliquer, on est en train de découvrir. En tout cas, là c'est une ville de Jarada. C'est 120 millions de tonnes de gangs de charbon qui sont là, avec toutes les maladies de silicose que vous connaissez et tout ça. Il occupe 75 hectares dans le périmètre urbain. Ça, c'est incroyable. Donc, il faut la valoriser. Donc, c'est aux investisseurs marocains, aux industriels marocains, surtout les cimentiers, les bétonniers, l'industrie. Et pour vous dire que ça, c'est aussi valable pour les enrobés. C'est pour cela que nous avons développé une centrale à déchets miniers. Ce n'est pas une centrale à béton, ni une centrale à bitume, mais elle vient compléter le travail déjà fait par les industriels du Maroc qui travaillent sur le béton et sur le bitume. Nous, le produit, il est valable aussi pour le béton, pour les pavés et
le dallage et tout. Les infrastructures urbaines, par exemple. Oui, mais aussi pour l'infrastructure routière, c'est-à-dire les enrobés. Donc c'est une centrale à déchets miniers, donc qui est déjà construite et qui produit déjà au niveau de Gerada. Donc c'est ce type de projet sur lequel donc le cluster Valbiom. C'est Madani. Nous avons. Vous avez 2-3 minutes. Hein. 2-3 vous êtes minutes. passionné, on est touché. Et effectivement, le message est très clair et a été transmis à tout le monde. Alors, pour conclure, par rapport à la suite. Justement, sur le cluster, nous avons donc Maroc Cluster qui est la fédération et nous avons Cluster Valbiom qui opère dans la valorisation et le recyclage des déchets. Nous travaillons sur un grand projet, c'est le projet régional de valorisation et de recyclage des déchets. Avec l'appui du ministère du développement durable, ministère de l'Industrie et bien d'autres partenaires étrangers. Ce projet, le PRVRD, il va permettre aux 11 régions du Maroc, 12 ou 11 régions du Maroc, 12 régions du Maroc, donc de dupliquer ce projet de valorisation et de recyclage des déchets. C'est Madani. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà une innovation made in Morocco. Voilà une invention, une inventée de Morocco. Pour vous rassurer, Laila Samira, voilà, le Maroc innove et avance. Surtout du côté de l'oriental, qui font de très belles choses. Merci beaucoup, Sima Madani. Alors, ce qui me permet effectivement de passer à la transition à Khalid Elrez, donc chef de service climat et changement climatique, direction générale de la météorologie. On va finir par la météo, hein, donc c'est important et c'est un point effectivement qu'on attendait. À vous la parole. Vous appuyez. Donc merci. Donc je suis ravi d'être parmi vous pour échanger sur cette thématique qui est très importante. Je suis Khalid Elrez de la météorologie nationale. Donc je représente Monsieur Météo ou bien Monsieur Climat. Je rappelle tout d'abord que la planète a connu un réchauffement d'environ qui a dépassé le 1 degré. Il n'a pas encore atteint le 1,5 degré. Mais on peut dire que les mécanismes de notre système climatique, ils sont bien déréglés et que l'impact de ce dérèglement, il est sensible partout dans le monde. Donc, d'après les résultats du dernier rapport du groupe intergouvernemental des experts du climat, donc le GIEC, qui est paru en 2021, d'ailleurs, la fréquence d'apparition de ce rapport, c'est d'environ chaque 6 ans ou bien 7 ans. Donc, ils ont tout d'abord bien montré l'apport ou bien la responsabilité de l'activité humaine sur ce changement-là. Et parmi les résultats qui ont figuré sur ce rapport, donc c'est que la Terre, il a connu une intensification des événements extrêmes depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, donc matérialisé par des événements de sécheresse sur des parties dans le monde, notamment donc l'Afrique et notamment l'est de l'Afrique, donc qui met en péril donc la vie de des millions, voire même des millions de populations sur ces régions-là. Donc à travers notamment l'intensification des vagues de chaleur. Donc, d'ailleurs, on l'a bien senti. Donc, ces dernières années, donc la Terre, elle a connu beaucoup de vagues de chaleur. Donc, à travers la hausse du niveau de la mer, donc et ses répercussions sur certaines régions dans le monde. Donc, à travers la perturbation du cycle hydrologique, donc nous avons maintenant des endroits dans le monde où il pleut abondamment, notamment dans les régions tropicales, et nous avons des régions là donc qu'ils connaissent donc un déficit pluviométrique très intense. Donc ça, en ce qui concerne donc les derniers résultats parus dans le dernier rapport, mais l'Organisation météorologique mondiale, donc chaque année, donc il publie notamment donc des résultats concernant l'état du climat donc de l'année découlée. Donc pour 2022 d'ailleurs, les résultats ont été publiés donc lors de la COP qui a été tenue à Sharm el-Sheikh.
Donc 2022 était spectaculaire notamment, donc à travers une sécheresse inédite sur l'Europe, donc des inondations exceptionnelles sur le Pakistan, donc qui ont mis en péril la vie de 30 millions environ de Pakistanais. Donc d'ailleurs le paradoxe ou bien l'anecdote, c'est que ces inondations, donc elles étaient précédées par une vague de chaleur exceptionnelle sur le Pakistan, qui a eu comme résultat donc la fonte de la neige, des calottes glaciaires donc au sein du Pakistan, donc ce qui a un peu favorisé le ruissellement, donc, et ça a été suivi par une période de mousson qui était exceptionnelle. Donc c'est un effet domino hein, qui est en train d'arriver au Maroc. Hein. Oui, tout à fait. Donc le Maroc, il ne fait pas l'exception. Donc le Maroc, d'ailleurs, les 4 dernières années étaient les plus sèches depuis plus que à peu près de 60 ans. Donc nous sommes déjà par rapport au niveau 1961-1990 de point de vue pluviométrique à un niveau déficitaire d'environ moins 9%. Donc ça va être accentué par la suite. Donc ça a été, comme ça a été dit par Madame Houet tout à l'heure, donc on peut atteindre les moins 20, moins 30%. Donc pour le futur. Donc les vagues de chaleur et les températures élevées qui sont extrêmes, donc 2022, donc on a, à titre d'exemple, on a enregistré environ 47 degrés donc l'année dernière au mois de mai, donc dans la station voilà, donc sur le nord du Maroc. Et rassurez-nous pour cette année par rapport à vos instruments. 2023, comment ça s'annonce en termes de pluviométrie? On est optimiste quand même. Ah, c'est vous qui avez les instruments, c'est pour ça qu'on pose la question. Oui, en termes de prévision, on est optimiste que ce printemps-là, donc, il soit un peu mieux que le printemps de l'année dernière, Inch'Allah. Mais il faut dire que c'est vrai la sécheresse, mais il y a les inondations, il y a les phénomènes d'inondation. Donc on a eu des témoignages donc, de nos collègues des ABH, donc ils ont à gérer les contradictions. Donc les périodes de sécheresse avec le déficit pluviométrique, et puis on passe à un événement radical. Des périodes d'inondation. Donc Casablanca, donc, depuis 2010 jusqu'à maintenant, donc il a connu 2 événements extrêmes de pluviométrie. Donc en 2010, ça a été environ 200 mm en 24 heures, donc qui a touché la région de Casablanca avec les inondations qu'il a causées. Et en 2021, donc plus que 100 mm avec 30 mm seulement en 1 heure. Donc c'était un record, donc avec une période de retour estimée à 100 ans, donc sur la région de Casablanca. Donc voilà, le Maroc, il ne fait pas l'exception. Donc nous aussi, on connaît des vagues de chaleur, une hausse de la température et un déficit pluviométrique. Voilà. Alors quel est le rôle de la météorologie, donc de par le monde, par rapport à ce point de la ressource hydrique? Donc c'est la météo, donc il produit une information météorologique pour aider à la prise de décision. Absolument. Des outils d'aide à la décision. Aide à la prise de décision. Donc un service climatique pour le secteur de l'eau. Donc c'est surtout une aide à la décision. Ce service-là, donc il doit être adapté aux vrais besoins de l'usager final. Donc, et cela se fait à travers plusieurs activités au sein de la météorologie nationale. Donc, d'ailleurs, le slogan de l'Organisation météorologique mondiale par rapport à cette thématique-là, qui est la ressource hydrique, c'est ils disent que we cannot manage what we don't measure. On ne peut pas gérer une chose qu'on ne mesure pas. Donc, en ce qui concerne les facteurs hydroclimatiques, donc là, la météorologie, donc il possède un réseau d'observation, donc qui permet de mesurer les paramètres hydroclimatiques. Donc il n'y a pas que les paramètres hydro, mais ils font partie de notre mesure. Donc à part donc la précipitation et la neige, donc qui sont fameux, il y a la température. C'est un élément qui est très important dans l'évaporation, dans l'évapotranspiration, dans la prévision de la fonte de la neige qui est sur les montagnes. Il y a le vent aussi, c'est un paramètre qui est très important dans l'évaporation. Donc cela il est effectué à travers un réseau d'observation. Donc nous avons un réseau synoptique d'environ une 40aine de stations, donc là où il y a la ressource humaine, mais il est complété par
une centaine de stations automatiques pour essayer de couvrir l'ensemble du royaume et l'ensemble des régions. Donc, à part l'observation, donc il y a un effort de modélisation. Nous avons des modèles numériques qui permettent de prévoir le temps et le climat. Donc, ça permet de devancer ou bien d'offrir une information. De planifier. De planifier, oui, justement, à travers les vigilances, à travers l'alerte météorologique. Donc, vraiment, il y a des efforts qui sont, donc, il y a une veille scientifique au sein de la météorologie nationale, dans son sens pour suivre tout ce qui est nouveauté technologique, bien scientifique, pour mieux offrir le secteur de l'eau. Alors une petite question, est-ce que au niveau de la météo au Maroc, vous travaillez en étroite collaboration, en co-construction par exemple, avec des entités comme l'IDEC, comme Amendis, comme effectivement pour anticiper, peut-être, toujours dans le cadre des infrastructures, cette pluviométrie qui viendrait, ces inondations, pour optimiser effectivement l'eau, ou par exemple pour l'IDEC, quelles seraient peut-être aussi les infrastructures qui permettent effectivement de canaliser, d'utiliser cette eau-là. Une par exemple. Bon, il y a notre collègue de la LIDEC, donc il y a une convention donc depuis des années, une vingtaine d'années je crois. Donc il est la météorologie nationale avec la LIDEC, donc ça permet de leur fournir une prévision météorologique, de leur avertir des phénomènes extrêmes s'il y en a. Donc il y a pas mal de produits donc qui sont destinés à la LIDEC. Nos collègues du ministère de l'équipement, donc au niveau des abayages, donc il y a effectivement des services climatiques qui sont destinés et en principe qui sont taillés à leurs besoins. Très bien. Donc, parfait. Ouais. Merci beaucoup. Alors on va conclure ce panel par une dernière petite tournée de recommandations très agiles. Je dis bien très agile, pour donner place aux questions-réponses par rapport à notre public. Alors, on va commencer par Seadil de Willow. Alors, quelques recommandations, effectivement, en tant que professionnel industriel. Merci Karim. Donc moi en tant qu'industriel, je pense que je réitère l'accent sur le fait que nous avons besoin aujourd'hui de solutions qui sont efficientes, parce que l'eau, effectivement, aujourd'hui, si on veut faire des infrastructures pour le futur, pour répondre à cette nouvelle stratégie de l'eau, notamment les moyens de production non conventionnels, et faire appel au dessalement, par exemple, ou bien même à la déminéralisation, parce qu'on a beaucoup de forages aussi, ça n'a pas été cité peut-être, mais il y a beaucoup de forages au Maroc où il y a des eaux saumâtres qui nécessitent des forages qui sont profonds, et tout ça nécessite pour une grande partie du capex ou d'investissement de l'énergie. Donc il faut avoir des solutions en tant qu'industriel. Nous avons besoin d'industriels au Maroc qui permettent d'avoir des solutions qui sont premium, qui sont innovantes et qui sont surtout permettent d'avoir une efficacité énergétique très très élevée. Ce qui va permettre parce que Monsieur le ministre l'a mentionné ce matin. Aujourd'hui, je tiens quand même, si Karim a précisé une idée très importante. L'agriculture, effectivement, elle est pointée du doigt. Aujourd'hui, il y a une période de transition que toutes les parties prenantes, du gouvernement au dernier consommateur final, citoyen normal, monsieur, madame, tout le monde, l'agriculteur, on doit tous y adhérer. Donc nous devons accompagner et comprendre et assimiler ce qui se passe au Maroc. Donc il y a une transition qui va partir des politiques de barrage qu'on va toujours garder, mais il y a aujourd'hui, avec les changements climatiques, une réalité. Et ce n'est plus un mythe. Donc ça va pas se faire sur un coup de clic ou un clic de main, ça va prendre des années, mais ce qui est important, c'est qu'on a une vision qui est très claire par Sa Majesté, qu'il va falloir suivre et qui va s'instaurer petit à petit. Donc, alhamdoulilah, au Maroc aussi, il faut pas oublier le fait de mentionner qu'au niveau de la production du renouvelable, on a atteint une maturité importante. On a parmi les moins chers kilowattheures ou mégawattheures en éolien et en solaire. Donc, ce qui va permettre d'accompagner toute cette transition-là. Voilà, donc merci encore à Industrie du Maroc pour avoir organisé cet événement et j'étais très content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.
J'ai écouté avec intérêt tout ce qui a été dit. Je constate que les changements climatiques s'installent. Il va falloir les prendre en considération d'une manière très sérieuse. Donc, nous avons, et puis nos ressources en eau se raréfient, donc de plus en plus, nous allons devoir recourir aux eaux non conventionnelles. Alors, aussi bien pour les ressources en eau non conventionnelles que pour les ressources en eau conventionnelles, la participation du public et du privé s'impose. Parce que l'État n'a pas les ressources financières suffisantes pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un très très bel exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est celui de l'OCP. L'OCP a investi dans le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Grâce à ces efforts, et d'ailleurs ces efforts vont être de plus en plus accentués, j'ai annoncé tout à l'heure qu'ils annoncent 100% de recours aux ressources en eau non conventionnelles d'ici 2030. Non. Ce PPP a réussi pour les eaux non conventionnelles. Je souhaiterais aussi que le PPP soit appliqué pour les barrages. C'est l'État qui finance les barrages. D'ailleurs, il fournit gratuitement de l'eau. Lorsqu'il investit, il ne demande à personne de le rembourser. Alors, le PP, la participation publique et privée, a déjà commencé avec le périmètre de Sebtelgardan, dans la région de Taroudant. L'État a investi dans les barrages et le privé a investi dans l'adduction et la distribution de l'eau. Je souhaiterais que le privé, dorénavant, s'investisse aussi dans la construction des barrages. Alors, ça présente quand même un petit problème parce que lorsqu'on investit dans un barrage, il faut répartir entre les utilisateurs l'irrigation, l'énergie, l'alimentation en eau potable, les industries, la gestion des crues et j'en passe. Donc il faut absolument innover dans une recherche de clés de répartition pour pouvoir assurer un recouvrement de ce service. Oui, ma principale recommandation, c'est que la participation privée puisse s'investir dans les aménagements hydrauliques, dans les infrastructures hydrauliques. Oui, donc merci. Juste pour dire qu'on a suivi avec intérêt toutes les initiatives réussies du secteur privé dans le cycle de l'eau, dans la gestion des ressources en eau de manière générale. Et donc là, pour revenir sur un point, c'est que cette gestion, ce secteur de l'eau, c'est un secteur très transversal. Donc même s'il y a un ministère qui est chargé de la gestion des ressources en eau, qui est le ministère de l'équipement et de l'eau, mais la gestion, je dirais, concrètement, ça fait intervenir tous les intervenants. Donc le secteur industriel, agriculture, l'intérieur, tourisme, la santé, jusqu'aux usagers en fin de compte. Et donc là, même si on développe tous les outils de bonne gestion rationnelle, de gestion durable, si on n'accompagne pas par des programmes de sensibilisation, de formation, d'éducation, de la génération montante de tous les usagers, donc on continuera toujours à avoir un fossé entre les objectifs qui sont fixés par la politique de l'eau et puis les pratiques sur le terrain. Et donc c'est juste pour dire que pendant cette période de sécheresse, donc on a beaucoup
beaucoup parlé je dirais des campagnes de communication, de sensibilisation, mais on continue toujours à avoir des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'économie de l'eau. Et donc là, c'est un volet vraiment très important qu'il faut là encore donner toutes les chances et toutes les opportunités pour développer ce secteur d'éducation, de formation, de sensibilisation, d'encadrement des usagers. Je dirais du simple citoyen à l'agriculteur, à l'industriel, à tout un chacun pour pouvoir, bien sûr, monter tout un projet intégré de bonne gestion des ressources en eau. Et là, je cite le cas de l'industriel. Ça peut être un cas vraiment, un cas d'école, parce que si on développe une façon de faire, de gérer les ressources en eau d'une manière circulaire à l'industrie à l'intérieur de chaque unité industrielle, donc on développe le recyclage tout d'abord, on développe la séparation des circuits eau, donc en fonction de leur usage et de leur qualité. Si on développe par la suite la réutilisation, donc on peut avoir un exemple très important, sachant que les rejets industriels, ça constitue un handicap majeur pour la réutilisation. Parce que si on concentre uniquement les rejets domestiques, on peut, c'est-à-dire le traitement, il est facile, il est à la portée. Mais si on intègre les rejets industriels, ça devient plus difficile. Et donc là, si on travaille sur le volet industriel, c'est-à-dire isoler tous les rejets industriels, les prendre en charge à la source, ça peut être une alternative très importante en matière de gestion de ressources en eau. Et puis, je saisis l'occasion pour dire que ces campagnes de sensibilisation, il ne faut pas les limiter pendant les périodes de sécheresse. Il faut qu'on soit vraiment un message continu pour avoir une bonne, je dirais, des habitudes, des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources en eau. Et puis là encore pour dire que actuellement les agences de bassin, elles organisent ce qu'on appelle des salons régionaux de l'eau. Donc c'est pendant les mois de janvier, février, début mars. Et donc là j'invite tous les présents, tous les industriels à y, c'est-à-dire participer, contribuer. Donc c'est quand même une opportunité pour parler, pour savoir ce que fait l'État, pour savoir ce que fait le privé de l'autre côté, et puis pour converger ensemble vers une politique, je dirais, intégrée de gestion des ressources en eau. Voilà, et merci. Merci, madame. Donc, de ma part, j'insiste sur le fait de fédérer les efforts à travers des entités qui font ça. C'est dans l'industrie, c'est les clusters qui sont là avec les centres techniques, mais c'est surtout les clusters qui développent des solutions avec des partenaires dans un cadre de synergie et de fédération. C'est à travers ça qu'on peut économiser de l'eau dans l'industrie aussi. Dans l'industrie, il y a pas mal d'industries qui utilisent, qui sont gourmandes en eau, et c'est le moment de chercher peut-être des procédés industriels qui permettent de gérer, de limiter et même d'anéantir carrément l'utilisation d'eau. Donc c'est le cas du béton, comme je l'ai présenté, mais il y aura certainement d'autres inventions, innovations. Il faut croire au potentiel national, aux inventeurs, aux innovateurs. Il faut y croire. Nous avons vu ce matin M. Liazami qui a pris le devant dans les batteries, mais il y a toujours des jeunes Marocains qui cherchent à innover. Donc ma dernière recommandation, c'est justement de se lancer dans la recherche appliquée avec les industriels, avec les universités, mais pas seul. C'est pas seul. Il faut le faire dans le cadre professionnel qui est le cluster. Le clustering, il est très développé dans des régions telles que l'Allemagne ou aux États-Unis. C'est des choses qui apportent une valeur ajoutée pour notre pays. Et merci. Donc, merci. Donc, pour moi, donc, nous, les services météo qui se situent plutôt donc, en amont du processus, je dirais simplement donc, pour mieux gérer et pour mieux continuer de gérer, donc il faut continuer de mesurer. Donc il faut continuer de mesurer, donc faire des efforts dans ce sens-là. Donc à travers d'autres paramètres à mesurer, donc c'est pertinent, ou bien à travers donc la couverture spatiale, donc qui doit être la plus complète possible. Donc, avant de céder la parole, donc si je me permets donc de répondre à une remarque qui a été faite tout à l'heure, donc au premier panel sur la tarification donc du produit dans la prestation météorologique. Donc, je rappelle que la météo donc travaille dans un contexte réglementaire
Donc l'argent qu'on reçoit, donc c'est elle qui investit dans l'implémentation des réseaux d'observation, l'achat de stations automatiques, la maintenance, donc et pas mal d'autres achats, donc notamment les supercalculateurs, donc dans lesquels on tourne nos modèles de climat ou bien nos modèles de prévision de temps. Ceci dit, donc nous sommes très conscients de la tarification, donc qui est un peu, donc je dirais qui est un peu chère par rapport à certains. Donc il y a des efforts qui se font actuellement au sein pour revoir cette tarification, bien sûr à la baisse. Voilà. Donc. Pour ce qui est du potentiel qu'on a aujourd'hui en termes de recommandations, la recommandation elle est très simple. Nous avons un taux de réutilisation au Maroc qui est très très faible, de réutilisation des eaux usées, très 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 faible. C'est marginal. Et on devrait travailler tous ensemble, tous les acteurs concernés, que ce soit l'État, les collectivités, le privé, les industriels, pour encourager la réutilisation, que ce soit à une échelle locale ou à une échelle globale. Si on prend l'exemple de l'industrie, aujourd'hui, il faudrait plus encourager à travers des mécanismes de financement et à travers aussi une assistance technique, apporter aux industriels pour qu'ils puissent réutiliser, mettre en place des stations locales au niveau de leur unité pour réutiliser les eaux dans le cadre du processus industriel et ceci à travers aussi développer aussi des zones industrielles durables qui sont conçues en amont pour récupérer ces eaux-là, les réutiliser et les remettre à la disposition des industriels dans le cadre de zones industrielles, en fait, comme objectif en fait, que ce soit en termes d'efficacité énergétique ou là en termes de préservation de la ressource en eau, qui doivent être, en fait, il faudrait qu'on mette en place des normes avec tout ce qui est efficacité énergétique et préservation de l'eau, parce que nous sommes un pays dépendant énergétiquement, on a parlé de l'eau, mais il y a aussi l'énergie, et qui sont assez liés, et on devrait travailler ensemble, tous les acteurs concernés, pour développer des industriels durables qui vont dans le sens de préserver les ressources, qu'elles soient énergétiques ou hydriques. Très riche que voilà, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc on aura des réductions de tarifs au niveau des compteurs. On aura des réductions de tarifs sur les compteurs chez l'IDEC. Ça c'est juste du calembour pour rigoler. Parfait. On aura pas on prie Dieu. Merci beaucoup, ça a été extrêmement riche sur cette deuxième thématique, quelle infrastructure hydraulique et industrielle face au changement climatique. Merci beaucoup à Madame Samira El-Houet, c'est Mourtal Bzewi, c'est Zakaria Madani. Effectivement, donc au niveau de nos deux autres intervenants, et j'y arrive, Simedi, c'est Saad Azawi Khalid El-Ghaz et c'est Adil Touyeb. Je vais y arriver, hein, Touyeb. Voilà, donc on y arrive. Alors, c'est ce qui nous amène aussi aux questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, par rapport à notre auditoire, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À qui la première question, s'il vous plaît? Micro. Donc bonjour, déjà je tiens à vous remercier pour cet incroyable événement. Ma question est pour Monsieur El Madani. Donc étant ingénieur mécanicien à l'école l'ENSEM, je sais très bien que pour 1 mètre cube de béton, il faut 150 litres d'eau. Donc votre innovation est pour moi quelque chose d'incroyable et je suis fier qu'on a des entrepreneurs ou des industriels comme vous. Juste la question qui se pose, comme a évoqué le monsieur, que en termes de résistance et en termes de, donc comme vous avez évoqué, on n'utilise même pas d'eau. Et en termes de prix, est-ce que vous pensez que votre matériel, il peut concurrencer le béton, voire remplacer carrément le béton? Et merci beaucoup. Question de changer l'industrie de béton.
C'est impossible. C'est impossible. C'est un grand parcours déjà, une innovation, des structures qui existent avec des millions d'emplois. Ça complète l'industrie nationale. Mais si on veut vraiment gagner le pari, c'est du 5%, 10%, 20%. À un moment donné, il y aura des structures carrément développement durable. Donc, ils peuvent utiliser ce matériau pour, à long terme. Et il sera, Inch'Allah, les matériaux, les dalles, les fonderies, partout. Donc, pour la résistance mécanique, c'est une résistance mécanique. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le sable avec les graviers par un déchet minier qui contient déjà des cailloux, des gravions. Et la résistance, ça reste la même. Le liant qui est le ciment, on l'a remplacé par des polymères avec un adjuvant pour donner le durcissement. D'accord? Donc, le procédé un peu thermique. Le premier, il est à froid. Nous, on le fait thermique. D'accord? Donc, la résistance mécanique, en fin de compte, ça dépend. Est-ce que c'est pour le carrossage? Est-ce que c'est justement pour les piétons? Est-ce que c'est pour les enrobés? Donc, chaque matériau, on peut le fabriquer à partir de ça, sur le besoin du client. D'accord? Donc, le prix, c'est 2 fois moins. C'est 2 déchets. 2 déchets qui sont délaissés. Le déchet minier, c'est gratuit. Nous avons 120 millions de tonnes de déchets à Jarada, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord? Et bien sûr, le coût de transport sur place, c'est 0 dirham. Mais en partant vers d'autres villes, il faut chercher d'autres minerais, tels que le phosphate, tels que la région de Middeltz. Donc le prix, c'est 2 fois moins. D'accord? C'est 2 fois moins. Donc on espère avec l'industrie nationale, les industriels nationaux, qui sont les vrais porteurs de ce projet-là. Ça complète l'industrie nationale, ça dans les régions côtières. Il n'y a pas d'humidité qui va soi-disant, altérer le produit. D'accord? Il n'y a pas d'eau qui rentre. Donc c'est imperméable. C'est pas comme le béton. Il y a donc toutes les régions, les 3500 km du côte nationale, il peut être dans les corniches, il peut être donc utilisé. Et on espère donc que l'industrie nationale portera le projet. Et nous avons déjà une unité de production à Jarada. Ça c'est d'accord? Merci. Bonjour, c'est Madani. Alors, je vous pose une question. Qu'en est-il de polymère qui est utilisé comme liant? Est-ce qu'il est disponible localement ou bien il est importé? Deuxième question. Qu'en est-il de la durabilité de ce matériau-là? Est-ce qu'il supporte la chaleur, les attaques acides? Je ne sais pas, l'hydrophobe. Il est hydrophobe. Il ne laisse pas passer l'eau, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions aux propriétés de durabilité et le liant, et quel est le prix relatif liant, valorisation des cendres de traitement de charbon? Merci. Merci. En 2 mots, la durabilité, avec monsieur l'ex-ministre de l'énergie, on a effectué toutes les analyses et les tests possibles sur ce matériau. Malheureusement, ça n'existe pas au Maroc, les TLM, les tests de lixiviation en monolithe. En 260 pages, nous avons convaincu le ministre, monsieur le ministre, l'ex-ministre, que
il n'y a pas de problème de toxicité, ni de lixiviation, ni rien du tout, de relargage de métaux lourds, etc. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les polymères utilisés, c'est localement. Et pour votre information, c'est les polymères qui ne sont pas consommés en grande quantité par l'industrie nationale. Et là, راكم الحرفة غادي نقول لك البانيو الكحل البانيو البيض البانيو المخلط راهي لي ديليسي بار لي اندستريال. حنا هذاك هو اللي كنموتوا عليه. Donc حنا on a pris en considération que le PP il est très utilisé, demandé par l'industrie, ou le PET ديال القرعه il est très sollicité في le marché. حنا le PET ما نخدموش به. خلينا لي اندستريال ديالنا باش يخدموا. L'autre, le PEHD aussi, on l'utilise. C'est-à-dire, les mixages possibles, on peut les faire, où ça donne de très, très, très bons résultats. Donc, c'est une matière locale, aucun khidmou aléha. D'accord? Merci Sidi El Madani d'être très explicite et personnellement je tiens à vous en féliciter pour le parcours parce que c'est un parcours اللي ما كنعرفوش حتى كندوزوه. Donc réellement je tiens à vous féliciter personnellement et au nom de tous les ingénieurs qui pourraient éventuellement collaborer pour la réussite de votre projet. Moi la question que je vous pose en matière de normes, est-ce que vous avez pensé à une réflexion de porter votre produit à ce qu'il soit normalisé par nos institutionnels, à savoir l'IMANOR, et à ce moment-là, il y a un parterre assez important de collaborateurs en cabinet, parce que dès qu'on va normaliser un produit, ça voudra dire qu'on va pouvoir aussi le mettre très vite sur le marché et le réaliser. Et là, je vous encourage parce que c'est un produit marocain. Donc même les investissements, même les bailleurs de fonds, ils ont, et je pense que c'est un devoir de nous tous, donc d'y participer. Donc je voulais voir à quelle phase vous y étiez par rapport à cette problématique. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en direct avec Imanor, Madame Besma, et nous y travaillons, ça fait déjà 6 mois. Donc, pour la norme, avec le directeur régional d'El Omran, à Oujda, il m'a dit le premier conseil, c'est d'aller normaliser que la norme du béton ne s'applique pas sur votre produit. Donc, c'est chose déjà faite. Cette semaine, on a fait plus de 50 tests qu'on a déposés à LP2E. Malheureusement, avec c'est-à-dire LP2E, il nous a donné l'échéance de février pour commencer la norme. Et l'essentiel, c'est qu'on est conscient de ça et qu'on a travaillé sur ça. Inch'Allah, dans 6 à 5 mois, on aura, Inch'Allah, si tout marche bien, une norme nationale qui sera dupliquée au niveau international. L'application Hadi, elle n'existe nulle part dans le monde. Elle n'existe nulle part dans le monde. Donc nous étions en Turquie, en Chine et dans la plupart des pays là où il y a des innovations. Et donc ce projet-là, ce matériau n'existe pas. Donc on espère que l'industrie nationale en soit fière et va l'emporter avec les ingénieurs que vous avez cités. Merci. Bonjour, M. Chaeb, Best Vision Media.
Je voulais poser une question, si Bzioui. Malheureusement, le problème de l'eau est là, la sécheresse est là, et puis les solutions aussi. Il y a le dessalement, le recyclage, comme vous avez dit. Aujourd'hui, on parle de nexus, eau, énergie, irrigation et environnement. Et c'est un programme qui est financé par même les Nations Unies et d'autres organisations partenaires financiers du Maroc. Est-ce qu'il a été adopté pour le Maroc ou pas? Je sais que Tanger était une région pilote pour adopter ce programme du Nexus eau, énergie, alimentation. Est-ce qu'il y a possibilité de l'appliquer à l'échelle nationale? Comme Madame Samira a parlé d'un salon régional de l'irrigation, c'est très important c'est-à-dire d'inclure ce programme, c'est-à-dire dans les salons. Merci. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, Madame Hawet a parlé de la gestion intégrée des ressources en eau. La gestion intégrée des ressources en eau comprend justement tous ces aspects. Donc il ne faut pas considérer que la ressource en eau, la gestion des ressources en eau, mais il faut considérer également l'énergie, l'environnement, le social. Et de plus en plus maintenant, cette notion de nexus s'étend pour comprendre non seulement ces aspects-là, mais pour comprendre également l'alimentation. Vous me posez une question, est-ce que c'est pratiqué ou pas au Maroc? C'est pratiqué d'une manière pas tout à fait officielle, pas tout à fait obligatoire, mais c'est appliqué. La gestion intégrée des ressources en eau, c'est assez compliqué, c'est très compliqué. Il faut mettre tout le monde, tous les responsables institutionnels autour d'une table. Il faut instaurer la gestion intégrée des ressources en eau dans la politique de l'eau. Ce n'est pas le cas. Il faut pouvoir expliquer la gestion intégrée des ressources en eau. Tout à l'heure, avec la main qui commande les stations de traitement des eaux jusqu'au barrage. Il y a plusieurs intervenants. Il faut mettre tous ces intervenants autour de la table. Il faut que ça soit imposé au plus haut niveau de l'État. Heureusement, Sa Majesté a rassemblé tous les responsables institutionnels autour de la table, le département de l'eau, l'agriculture, l'énergie, l'eau potable, et tout le monde travaille dans le cadre d'une commission interministérielle de l'eau qui est présidée par le Premier ministre. Moi j'ai quitté l'administration en 2004. En 2004, pour moi, c'était un rêve. Et maintenant, ce rêve est réalisé. Maintenant, il ne faut pas se contenter de cette commission interministérielle de l'eau. Il faut pouvoir lui donner la possibilité de la continuité. Il faut surtout, à mon avis, instaurer un système d'évaluation qui soit neutre, tout à fait neutre. Il ne faut pas que l'évaluateur fasse partie de l'administration. Il faut que ce soit une partie étrangère, de manière à ce que l'évaluation soit la plus possible. Merci.
Peut-être, madame. Peut-être un petit complément, voilà. Donc c'est juste un petit complément sur ce concept de nexus eau, énergie, agriculture. C'est un concept qui a été adopté à l'échelle internationale et le Maroc c'est-à-dire qu'il a adopté également à l'échelle, je dirais, nationale, pas uniquement une région par rapport à une autre. Et puis c'est un concept qui s'est imposé parce que on parle pas de, bon, pour la gestion des ressources en eau, la mobilisation, l'handicap essentiel c'est l'énergie. Et donc, il a fallu rapprocher la gestion de l'énergie avec la gestion des ressources en eau, notamment l'énergie renouvelable, pour mieux gérer ces secteurs ensemble. Et puis, par la suite, ça vient, je dirais, l'agriculture, parce que là, pour avoir une sécurité alimentaire, il faut passer par la sécurité hydrique. Et donc là, c'est trois secteurs qui sont très interdépendants. Et donc, ça a né ce concept de nexus eau, énergie, agriculture, que le Maroc, bien sûr, il voit son intérêt et donc il adopte dans ses stratégies, que ce soit sectoriel, que ce soit intersectoriel. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je représente le laboratoire d'analyse Calimac Bureau Veritas. Et ma question, d'abord, je vous remercie pour la qualité des informations que vous avez partagées et les recommandations. Et ma question s'adresse à Mme Samira Houet. En fait, vous avez mentionné la sensibilisation. Et là, c'est toujours primordial de passer via des actions préventives que correctives. Et avec l'appui de Sa Majesté le roi Mohamed VI et la première sensibilisation qu'il a fait concernant la rareté de l'eau. En fait, je vous pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un programme de sensibilisation renforcé, là avec la présence des différentes parties prenantes, qui pourra être mis en place, par exemple pour les industriels, pour les instituts. Je mentionne l'exemple de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II qui ont déjà réalisé une station d'épuration. Donc vraiment ma question se dirige vers un programme de sensibilisation renforcé. Merci. Donc, merci pour la question. Effectivement, donc il y a eu un lancement d'une campagne de sensibilisation par le ministère de l'équipement de l'eau, et c'était durant l'année 2022. Donc, une campagne accélérée, je dirais très poussée pour ancrer cette culture d'économie de l'eau chez tout un usager. Donc, il y a eu également l'intervention des différents usagers. Et donc là, je cite le cas de l'IDEC qui sont avec nous. Donc, toute une campagne de communication et de sensibilisation de l'usager, du citoyen, pour les mesures, je dirais, de rationalisation et d'économie de l'eau. En plus de ce volet-là, donc je dirais qu'il y a également tout ce qui est réglementaire. Et donc là, pour citer que la loi sur l'eau, donc la première loi c'était en 95, qui a été actualisée par la loi 3615 en 2015. Donc là, elle a prévu des instruments et des mécanismes qui vont vers qui incitent à l'économie et à la rationalisation. Donc tout d'abord, il y a la valeur de l'eau. Donc il y a le principe préleveur-payeur et pollueur-payeur. Donc c'est des concepts et des principes qui ont été instaurés par la première loi sur l'eau et qui sont actuellement applicables. Donc tout prélèvement, il est assujetti à une redevance d'eau. Et donc là, lorsqu'on donne à l'eau une redevance, une valeur, ça va dans le sens d'une incitation à l'économie. Et également pour les rejets. Donc sauf que les ratios de redevance sont encore minimes, sachant le pouvoir, je dirais, des citoyens. Et donc ça ne joue pas le rôle vraiment dédié dès le début. Et il y a également la police de l'eau. Donc il y a une police qui est dédiée à l'eau, qui font le contrôle de tout un usage abusif, non réglementaire, non autorisé. Et il y a le système des autorisations. Donc tout ça, je dirais, c'est un package qui va dans le sens de bien contrôler, bien gérer, bien autoriser, et puis par la suite inciter à l'économie, à la rationalisation des ressources en eau. Et puis cette campagne, donc on la voit partout dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est vrai, donc les résultats ne sont pas encore tangibles, mais c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit dans l'éducation elle-même des petits, des jeunes, pour pouvoir les élever sur que l'eau c'est pas une denrée abondante, c'est une denrée rare qui devient de plus en plus rare, et donc il faut quand même qu'on adopte les bonnes pratiques pour pouvoir la rationaliser et l'économie et la valoriser davantage. Donc voilà, merci. Très bien. Alors, une dernière question, on va plutôt prendre sur la droite parce qu'on n'avait pas pris quelqu'un au fond. Bonjour. Je vous remercie de vos présentations qui étaient intéressantes. Je me présente, Nordin Jbron.
Je suis dans le traitement de l'eau industrielle depuis 22 ans. Alors, si je peux parler au nom des industriels, c'est vrai que dans le bassin de Casablanca et dans le sud de Casablanca, la qualité d'eau n'aide pas à économiser la quantité d'eau utilisée pour parler ce qu'on appelle l'empreinte carbone, l'empreinte eau, qui ressemble à l'empreinte carbone. Si je peux donner un exemple, une tasse de café, ça vaut 140 litres d'eau douche, à peu près. Donc, l'industrie marocaine, ou l'industriel marocain, a besoin de l'eau, et à quel coût? Et comment on peut gérer ce coût-là pour que l'industriel marocain reste quand même dans un coût concurrentiel par rapport à la concurrence mondiale? Ça veut dire qu'on a un défi énergétique, mais on a aussi un défi de la qualité d'eau et de la quantité d'eau. C'est vrai qu'on a besoin de la quantité d'eau, mais je voulais juste tirer une remarque que la qualité d'eau dans le bassin de Casablanca et le sud de Casablanca n'aide pas l'industriel à économiser l'eau. Est-ce qu'on a prévu dans les programmes d'aide et des subventions pour aider les industriels à rester dans le terrain de la concurrence mondiale en trouvant une qualité d'eau, bien sûr, dans les investissements de tout ce qui est pré-traitement de l'eau? Et merci beaucoup. Je peux dire un mot. Donc, la qualité de l'eau, c'est vrai que pour l'eau potable, donc il y a toute une démarche, un processus pour c'est-à-dire la vérification de la qualité de l'eau avant distribution. Et donc là, bien sûr, il y a toute une batterie de normes marocaines pour l'eau potable qui est bien garantie avant la distribution de l'eau aux usagers. Et la différence des qualités entre les différentes régions, bien sûr, ça dépend de l'origine de l'eau. Donc, lorsqu'on a une eau d'eau souterraine, c'est pas la même qualité que l'eau superficielle. Et donc, ça diffère, sachant qu'il y a quand même tout un processus de veille à la bonne qualité des ressources en eau. Et puis, pour je dirais les autres usages autres que l'eau potable, bien entendu, chaque usage est là une qualité requise, c'est-à-dire qui est liée à l'usage lui-même. Et donc là, il faut pas toujours. C'est pourquoi on dit que si on différencie les usages, on peut gagner sur le coût de traitement de l'eau. Donc, si par exemple, on fait actuellement de l'eau potable pour l'arrosage des espaces verts, et donc là, c'est une perte énorme parce qu'il y a le coût de l'eau qui est très élevé et puis un usage qui n'exige pas une qualité très bonne. Et donc là, si on essaie un petit peu de différencier les usages, on peut gagner sur toute la chaîne et toute, je dirais, la chaîne de valeur du circuit de l'eau. Mais quand même, pour le Maroc, on est quand même un arsenal juridique et un dispositif technique, instrumental en termes de suivi de la qualité de l'eau qui est très développé, que ce soit l'eau naturelle, que ce soit l'eau qui est destinée aux différents usages. Très bien, merci beaucoup. Donc on clôturera sur cette question. Si vous me permettez, Régie, si vous pouvez lancer la vidéo du cluster Valbion une dernière fois. Madani aura 30 secondes. C'est pas un pitch, hein. C'est vraiment pour conclure en termes de belles chutes. C'est pour ça qu'on l'a reproduit. Avec plaisir. Augmentez la voix, s'il vous plaît. Donc, comme vous allez remarquer, c'est vraiment des matériaux c'est-à-dire de génie civil, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit les pavés écologiques ou le bitume, c'est-à-dire tout ce qui est bitumage. Alors, en 2019, خرجنا البافي ديالنا le mortier خرجناه بواحد الصفه اللي هو يدويه، طريقه يدويه، ولكن فيه جميع الخاصيات ديالو، لا الفيزيك والشيميك ولا هذا، اللي هما مزيانين وداخلين في لي نورم ماروكان. وبيان سور درنا له ان تيست دو ليكسيفياسيون ومونوليت بطلب من وزاره المعادن على ليبوك، وخرجت لنا باللي لو تي ال ام الي تري تري بيان، دونك في لي نورم وما فيه حتى شي حاجه اللي تعادي. هنا كان نتمنوا هاد النفايات المعدنيه سواء على مستوى مدينه جراده
donc les gangs de charbon, que ce soit les phosphogypes au niveau ديال هضبة القنطور في الفوسفات. دونك بالنسبة لنا هذا المنتوج كناخذوا جوج ديال لي ديشي كنشتغلوا بهم. هذا دونك ما فيهش البروسيدي ديالنا، ما فيهش حتى قطره ديال الماء، وثانيا ما كيستعملش اوكين ريسورس ناتورال. وكما كتشوفوا لي ريزيستانس ميكانيك ديالو سي 2 à 3 fois donc la résistance mécanique. وكاع لي كاليتي ديالو لي بروبريتي ديالو فيزيكو شيميك عندهم سبق بزاف بالنسبه لو بافي ا باز دو بيتون. ولكن اللي اساسي فيها هو القضيه تاع لو كو بالنسبه للانفستيسور. لا تكنولوجي اللي كتشوفوا ديريير موا ولا لو برودوي ولا لو بروسيدي، سي دي بروسيدي تري سامبل، ولكن اللي عندهم واحد الاثار، ان امباكت امبورطون en termes d'économie, d'énergie, de ressources et surtout l'impact environnemental. C'est très, très important. Donc, c'est des pavés, les أولاً كيبسوا دغيا comparé ديال البيتون في لا نورم كيبقاو حتى 29 يوم عاد باش يتليفراو، مي هذا 2 jours 3 jours تقدر تليفريهم facilement. Donc il y a un gain en fonds de roulement, il y a un gain en crédit fournisseur, il y a beaucoup de gains à tous les niveaux. Donc كنتمناو انه les industriels يديروا un bon choix dans ce sens. C'est une technologie nationale, elle n'existe nulle part dans le monde. La technologie ديالو aussi elle est made in Morocco. Donc هاد deux éléمents كيجعلونا اننا حنا ندعموا به الصناعه الوطنيه ديال البيتون ديال الكونستركسيون ديال هذا، باش ان شاء الله يكونوا دي برودوي التيرناتيف في المستقبل نستعملوهم، حيت حنا محتاجين الماء، محتاجين الرمله ديالنا، محتاجين لي ريسورس ناتورال alors que nous avons des déchets entre nos mains. Merci à tous, ça a été extrêmement enrichissant. Merci à tous les panélistes de ce deuxième panel. On va continuer à optimiser, on va continuer à anticiper le futur pour pouvoir performer ensemble. Merci à tous. Un cocktail de networking vous attend à l'extérieur. Donc merci à l'auditoire. La modération va continuer sur notre web TV, notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions, on y répondra. Merci à tous.